Moi, c'est Marc-Antoine Vanem, je suis le directeur général des entrepreneurs et le fondateur de la plateforme. Et je suis aujourd'hui avec Pierre-Élie Frossard, qui est notre partenaire et qui est un des fondateurs de Souptech Invest, qui est notre environnement dédié à la défense et à la souveraineté nationale. Et nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Nathalie Grimbert. Alors Nathalie, vous me dites si je me trompe, mais vous êtes chef du bureau soutien aux PME de la BITD, de la direction de l'industrie et de la direction générale de l'armement, la DGA. Bravo. C'est bon? Ouais, bon. J'avais fait un petit bloc-notes pour être bien sûr de ne pas me tromper. Donc, on a 45 minutes ensemble. Je vais présenter la plateforme pendant 5 minutes pour vraiment balayer les aspects réglementaires et puis vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Et ensuite, on parlera vraiment du cœur du sujet, donc secteur défense, avec Nathalie et Pierre-Élie qui prendront la parole. Alors, je vais partager mon écran. OK. Alors, en 5 minutes, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc les entrepreneurs, c'est une plateforme d'investissement en ligne qui a un agrément, qui est l'agrément PSFP, qui est un agrément qui a été délivré, un agrément européen qui a été délivré depuis novembre 2023, mais on existe depuis avril 2016, donc on fait partie un petit peu des acteurs historiques de l'investissement en ligne, en tout cas du financement participatif, parce qu'on est régulé à la fois par l'AMF et la CPR. Donc évidemment, on a un régulateur européen qui s'appelle l'ESMA, mais on fait du prêt aux entreprises, donc dans l'absolu, on est régulé par la CPR, et des titres financiers, obligations simples, obligations convertibles, actions, et donc là, on rentre dans le cadre de l'AMF. Voilà, donc on fait ça depuis avril 2016 et on a une spécificité sur le marché qui nous réunit aujourd'hui, c'est qu'on fait des environnements dédiés et on travaille beaucoup avec les CGP et les professionnels du patrimoine. Donc on fait des environnements dédiés soit sur la géolocalisation, donc ça on est très présent dans les DOM-TOM et principalement à la Réunion en Polynésie française, mais aussi sur des thématiques très variées, dont cet environnement dédié à la souveraineté nationale et à la défense qu'on a lancé avec Pierre-Élie lors de Eurosatory l'année dernière, si je me trompe pas. Et on trouve que c'est plutôt un bon moment parce qu'il n'y a pas une semaine maintenant en 2025 où on ne parle pas de comment on va financer la défense. Donc on pense tous qu'on a notre carte à jouer dedans, qu'il y a des choses à faire, qu'on peut appeler l'épargne du grand public pour venir investir dans les dossiers, qui ne seront pas que des dossiers que en equity, mais que des dossiers en equity et en dette. Voilà, c'est ce qu'on sait faire. Et pour nous, les CGP ont clairement leur place dedans pour faire de la diversification de portefeuille qui peuvent être extrêmement intéressants. On nous demande de plus en plus de faire d'autres choses, donc d'autres verticales. Donc on pense que la souveraineté nationale, en tout cas la réindustrialisation française, rentre au cœur de ce sujet. Et voilà. Donc sur la plateforme, nous on a un historique avec les CGP très fort. On a fait 2 levées de fonds en 2018 avec, c'est pas un secret, avec le groupement Magna Carta, qui sont maintenant sortis, mais donc on était depuis le départ lié avec des CGP et on fait, on va dire, 40% de nos financements actuels avec le groupe Laplace, et on va dire que 70% des financements qui sont faits par la plateforme sont faits, on va dire, aux 3/4 par des portefeuilles de CGP. Voilà. Donc quelques KPI avant de passer la parole. Voilà, depuis avril 2016, on a fait 170 millions, on a 30 000 investisseurs inscrits, 330 CGP qui sont actifs sur la plateforme, qui ça représente à peu près entre 2500 et 3000 clients en portefeuille de CGP, le reste étant des souscripteurs directs. Voilà pour la plateforme. Et donc ce qu'on va proposer ici, c'est de la dette. Habituellement, on fait beaucoup d'immobilier, de promotion de marchands de biens et du corporate. Et aujourd'hui, on va donc parler de ce secteur défense et de comment on va pouvoir financer ces PME, que ce soit en dette ou en equity. Alors, je vais du coup passer la parole à Nathalie. Nathalie, je prends votre présentation. Merci beaucoup. Et on vous écoute.
Merci Marc-Antoine. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Nathalie Grimbert. Merci pour la présentation synthétique de tout à l'heure. Et je suis en charge au sein de la Direction générale de l'armement et de la Direction de l'industrie de défense de soutenir les PME de la base industrielle et technologique de défense et spécifiquement de leur faciliter l'accès à des solutions de financement. Donc si on peut passer sur la première page de la présentation, juste vous rappeler effectivement ce qu'est la Direction générale de l'armement. Donc le délégué général pour l'armement est l'un des trois grands subordonnés du ministre des Armées, au même titre que le chef d'état-major des armées et que le secrétaire général pour l'administration. Et son rôle, le rôle de la DGA, c'est d'équiper les forces armées et de préparer l'avenir. Donc on a pour ça un certain nombre de directions qui font partie de la DGA, dont la direction de l'industrie de défense à laquelle je suis rattachée. Juste vous dire rapidement que la DGA, c'est 10 000 personnes, un peu plus de 10 000 personnes, et que c'est l'organisation qui est en charge donc de faire la maîtrise d'œuvre étatique des systèmes de défense, donc de passer les commandes et de faire de l'ingénierie capacitaire pour s'assurer que les programmes d'armement répondent aux besoins des forces armées et nous permettent de nous déployer là où nous le souhaitons. La DGA, c'est 20 milliards d'euros engagés par an. On peut passer à la slide suivante, qui présente la direction de l'industrie de défense, qui est donc une des directions de la Direction générale de l'armement, qui a été créée relativement récemment. Elle a été créée en 2024. Son objet, c'est d'orienter et de soutenir la base industrielle et technologique de défense. Et donc, elle a un rôle qui est un peu différent de la DGA, dans le sens où elle n'attribue pas de commandes. Elle est vraiment là pour être en proximité de l'écosystème des PME qui sont les sous-traitants directs et indirects de ces grands programmes d'armement et de leur apporter du soutien. L'idée étant que on ne peut pas réaliser les grands programmes d'armes si on n'a pas l'ensemble des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de sous-traitance qui fonctionnent, et donc on est très attaché à permettre à ces sociétés d'exister, d'être pérennes et d'être résilientes. Donc on incarne, cette direction, elle incarne l'axe de travail sur l'industrie, et cet axe de travail, il est important dans le contexte actuel, qui est un contexte d'économie de guerre. Économie de guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande aux entreprises d'être en capacité de monter en cadence le jour où le besoin se matérialise. Et par ailleurs, on est dans un contexte économique aussi assez particulier, avec des facteurs de fragilisation importants pour le tissu économique et donc pour les sociétés, avec, vous connaissez l'inflation, l'augmentation du prix de certaines matières premières, etc., etc. Donc cette mission de soutien à la BITD, elle passe par trois aspects. Le premier aspect, c'est d'orienter. Donc là, on essaye de donner de la visibilité à ces chaînes de sous-traitance sur les orientations qui sont prises par l'État maître d'œuvre étatique. Premier aspect. Deuxième aspect, on s'assure de la qualité de ce qui sort des usines. Donc ça, c'est le service performance et qualité industrielle. Et troisième aspect, c'est ce que je disais en introduction, on s'assure de la résilience de ces sociétés, et en particulier, et c'est ce qui m'occupe, de la résilience sur le plan économique, donc à savoir qu'elles soient saines économiquement et qu'elles puissent trouver des solutions de financement adaptées à leurs besoins. On peut passer à la slide suivante. Merci Nathalie. Donc si vous avez des questions à poser en cours de route à Nathalie, n'hésitez pas sur le chat, je referai la transcription, notamment sur ces aspects économiques. C'est fortement intéressant. Donc j'enchaîne pour vous donner un peu de contexte sur la BITD, parce que vous devez en entendre parler, vous dire donc la base industrielle et technologique de défense, qui c'est. Donc ce sont 4500 entreprises qui sont les sous-traitants directs et indirects des 9 grands maîtres d'œuvre industriels, qui sont les sociétés que vous voyez à gauche de cette page, en haut à gauche, et qui sont les principaux fournisseurs du ministère des Armées et de la DGA pour les grands programmes d'armement. Donc eux-mêmes ensuite sous-traitent une partie des équipements à ces 4500 PME qui sont des PME de rang 1, 2, 3 et jusqu'à 4, et qu'on cartographie et qu'on suit au sein de la DGA.
Sur les 4500, on dénombre environ 1200 entreprises qui sont jugées critiques, donc qui sont ce qu'on appelle non substituables et stratégiques pour la fourniture de ces programmes d'armement. Ça représente 220 000 emplois directs et indirects, relativement qualifiés et qui sont présents sur tout le territoire et non délocalisables. C'est beaucoup d'industries, mais pas uniquement, c'est ce que vous voyez à droite. C'est un écosystème qui est assez hétérogène. Donc on a de l'industrie pour à peu près un tiers, mais on a aussi beaucoup de logiciels, du cyber, on a de l'ingénierie, des bureaux d'études, on peut avoir des laboratoires, on peut avoir des acteurs qui interviennent dans le commerce. Voilà, vous avez le détail sur la page. Autre élément important à avoir en tête quand on parle de la BITD, parce qu'il y a le terme défense dans le nom, mais en moyenne, l'activité défense ne représente qu'une petite partie de ces sociétés qui sont structurellement et par essence très duales. Donc si on regarde en moyenne sur les 4500, l'activité défense, c'est moins de 20% du chiffre d'affaires, et après on spécifie entre celles pour lesquelles c'est plus important et les autres. Et enfin, autre élément qui est aussi intéressant, c'est d'avoir un peu le portrait robot d'une PME type de la BITD. Donc là encore, je parle en moyenne statistique. Donc c'est une PME d'environ 50 employés qui génère entre 6 et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a bien souvent un actionnariat qui est familial, avec des dirigeants qui, pour certains, atteignent ou ont atteint l'âge de la retraite, et avec une rotation capitalistique qui était plutôt moins importante dans ce secteur sur les quelques décennies passées, du fait du contexte géopolitique que l'on connaît, mais aussi d'une certaine réticence, et ça c'est plutôt dans les dernières années, à aller sur ce secteur d'activité, notamment du fait de contraintes ESG, puis j'y reviendrai. Mais en tout cas, voilà, c'est un secteur sur lequel il y a des opérations capitalistiques qui peuvent être envisagées et qui sont nécessaires pour permettre notamment des opérations de transmission, des opérations de consolidation et s'assurer de la résilience du tissu économique. C'est bon pour cette page. Donc en termes de perspective de marché, parce que c'est ça qui est intéressant aussi quand on considère un investissement, il ne vous aura pas échappé que la loi de programmation militaire est en augmentation. Donc c'est 413 milliards d'euros sur la période 2024-2030, avec un budget qui est en augmentation chaque année sur la période, ce que vous voyez à gauche. Donc ça, c'est la réalité en France, et c'est une loi de programmation qui n'est pas contraignante légalement, mais qui est respectée chaque année à l'euro près depuis 2017. Dans ensuite la loi de finances, et la dynamique donc de budget en croissance, budget alloué à la défense, est similaire au niveau mondial, et c'est ce que vous voyez sur la droite de la page. On peut passer. Vous dire aussi que la BITD, elle se caractérise aussi par le fait qu'elle est très tournée vers les marchés d'export, parce que la demande française ne capte pas l'ensemble de l'offre qui émane des sociétés dont je viens de parler. On est le deuxième pays exportateur derrière les États-Unis, la Russie étant juste derrière, mais ayant perdu quelques places et un peu de volume depuis le début de la guerre en Ukraine. Et on livre donc principalement en Asie et au Moyen-Orient, avec certains pays qui sont particulièrement représentés du fait notamment de livraison d'avions sur les périodes considérées. On peut passer. Vous dire enfin que la BITD, c'est un écosystème qui est en mutation. Donc, on a fait l'exercice avec la Direction générale du Trésor l'an dernier de regarder la santé financière des entreprises de la BITD. Donc, c'était une analyse statistique qui a fait ressortir que ces sociétés, donc là encore, je vais parler en moyenne, ce qui recouvre des situations qui sont bien évidemment différentes d'une société à une autre, mais en moyenne, elles présentent des taux de marge qui sont plutôt plus faibles que leurs homologues qui interviennent uniquement dans le secteur civil. Elles sont aussi relativement plus endettées et elles ont le corollaire de ça, c'est qu'elles ont une capitalisation qui est souvent insuffisante. Et donc, ce qui représente, de notre point de vue,
un besoin et donc une opportunité de marché. Est-ce que vous connaissez, excusez-moi, je vous coupe, est-ce que vous connaissez les raisons des marges qui sont plus faibles dans le privé versus public pour ces acteurs de la BITD? Alors, on a fait l'exercice de regarder sur des sociétés qui soient comparables en termes de secteur d'activité. Donc, c'est-à-dire Mhm. qu'on a regardé un échantillon comparable avec de l'industrie du logiciel, enfin dans les mêmes ordres de grandeur que ce qu'on avait dans notre échantillon BITD. Donc après, enfin, il y a une des raisons qui est la structure de marché, très probablement. Donc ça, c'est un sujet qu'on regarde avec attention. Donc, regarder les pratiques commerciales le long des chaînes de sous-traitance. Notre objectif en tant qu'État étant de s'assurer que les conditions favorables qui sont octroyées en début de chaîne par le maître d'œuvre étatique soient répercutées du mieux possible le long des chaînes de sous-traitance. Donc ça, c'est un point sur lequel nous, on peut avoir, sinon un contrôle, du moins donner des orientations. Voilà, ça participe du sujet, je pense. Ok, donc un peu plus de contraintes de cahier des charges, quoi. Ouais, et sur l'endettement, donc il y a ce sujet de marge qui peuvent pas du coup être mises en réserve, ça c'est un point. Et le deuxième point, c'est effectivement une rotation capitalistique qui a été moindre, donc des acteurs financiers qui se sont moins intéressés au secteur sur les 10, 20, 30 dernières années. Et de l'autre côté, comme c'est un actionnariat familial, des dirigeants qui sont aussi moins acculturés peut-être aux instruments financiers, et donc qui sont moins allés structurer, enfin apporter des capitaux dans la structuration financière de leur société. Et donc, ce qui leur pose des problèmes le jour où ils doivent aller chercher de l'endettement supplémentaire pour soit un BFR qui est en augmentation, soit réaliser des dépenses d'investissement comme ce qu'on leur demande dans le cadre du passage en économie de guerre. Merci beaucoup. Sujet RH aussi qu'on a identifié au sein de ces entreprises. Donc, du fait de ce que je viens de dire, de ce que je viens de décrire comme contexte, on a des besoins qui sont non pourvus à date, hein, donc au sein de ces 4500 entreprises, et qu'on estime à environ 10 000 postes, donc postes qui sont sur plusieurs familles de métiers. Et là, on entame aussi des travaux et des démarches pour essayer d'apporter des solutions à cette problématique, et on travaille notamment de manière conjointe avec France Travail dans les territoires pour organiser des événements de recrutement et autres initiatives. Et donc, sur les perspectives, c'est effectivement les budgets qui sont en augmentation, le passage en économie de guerre avec les montées en cadence qui sont à prévoir, ce qui a des impacts et sur la trésorerie des sociétés, donc la constitution de stock notamment, et sur les besoins d'investissement, donc en CAPEX et de R&D et d'innovation également. On a organisé le 20 mars un événement à Bercy qui était sous le patronage conjoint du ministre des Armées et du ministre de l'Économie et des Finances. L'objectif était de sensibiliser et de mobiliser la place financière à ce besoin d'investissement dans le secteur de la défense, et en particulier dans les sociétés de la BITD. Et donc, à cette occasion, un certain nombre de messages ont été passés par nos autorités politiques. Le premier message est donc des messages conjoints, ce qui était important. Le premier message, c'est que l'investissement dans la défense est un investissement responsable. Responsable, pourquoi? Parce que c'est la façon de protéger les valeurs que nous portons et de protéger notre modèle de démocratie et de fait la liberté et le développement durable. Deuxième message important qui est lié au premier sur la thématique ESG, c'est qu'il n'y a pas d'armes controversées, il y a ce qui est interdit et ce qui est autorisé, et c'est clair et c'est visé dans les traités que la France a signés et ratifiés, des traités internationaux. Et troisième message qui a été passé, c'est que cet investissement, il doit être rendu possible pour chaque Français qui le souhaite. Donc chaque Français qui le souhaite doit pouvoir prendre sa part à notre effort de défense. On peut passer à la slide suivante. Et donc je reviens une minute sur le cadre juridique qui gouverne ce secteur d'activité. Donc c'est un secteur qui est particulièrement régulé et à raison.
il est régulé de plusieurs manières. Donc sur la partie de droite, je vais commencer par la droite, sur la partie de droite qui a trait à la compatibilité avec les normes ESG. Donc nous, ce qu'on tient à rappeler, c'est que, parce que c'est ce que les ministres ont dit sur les armes controversées, c'est-à-dire que il faut s'en tenir à l'ordre juridique interne, c'est-à-dire ce qui est autorisé et ce qui est interdit en France, et que les vocables type armes controversées ont plutôt tendance à créer à être sujet à interprétation et à créer de la confusion, et donc il faut être très clair, et que effectivement la France a signé et ratifié des traités qui interdisent un certain nombre d'armes, et donc aucune société française ne peut ni fabriquer ni exporter ces armes qui sont interdites. Deuxième aspect sur la compatibilité de principe avec l'ESG, c'est de dire que effectivement, la défense, c'est pour 30% des sociétés qui sont actives dans l'industrie. Donc c'est des sociétés qui peuvent être regardées négativement selon un certain spectre ESG. Néanmoins, elles doivent être regardées comme leurs comparables industriels et pas de manière spécifique. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, c'est qu'il faut aussi garder en tête que c'est un investissement qui est responsable au titre du S de l'ESG, parce que en ce qui nous permet de protéger notre modèle démocratique. Sur la gauche, j'ai remis les réglementations en vigueur en ce qui concerne le contrôle des exportations et le contrôle des investissements étrangers en France, parce que c'est des questions qui nous sont souvent posées par la sphère des investisseurs financiers. Sur le contrôle des exportations, vous rappelez que c'est un régime qui est un régime de prohibition. Donc, c'est-à-dire que les exportations de matériel de guerre et de biens à double usage sont interdites, sauf autorisation expresse délivrée par une instance interministérielle à laquelle le ministère des Armées participe. Et donc ça constitue une sorte d'assurance réputationnelle, c'est-à-dire que si vous financez ou si vous investissez dans une société qui exporte, c'est qu'elle en a eu l'autorisation expresse accordée par l'instance interministérielle et donc par le ministère des Armées. Premier aspect. Et deuxième aspect, sur le contrôle des IEF, qui est aussi une question qu'on nous pose régulièrement parce que donc certains achats, certaines prises de contrôle plus exactement, sont soumises à une procédure d'autorisation. Donc cette procédure d'autorisation préalable est déclenchée dès lors que la prise de contrôle concerne un actif qui est stratégique pour la souveraineté, et donc les sociétés de la BITD sont souvent eux-mêmes ou ont dans leurs activités des actifs stratégiques pour la souveraineté. Et donc, dès lors que une société étrangère considère, enfin, ou envisage de prendre plus de 25% d'une société privée ou plus de 10% d'une société cotée, l'achat est soumis à une procédure d'autorisation de la part de différents services de l'État qui jugent des enjeux de criticité, donc et qui regardent spécifiquement l'acteur intéressé pour donner ou non une autorisation. Vous dire que sur l'année dernière, il n'y a pas eu de refus dans le cadre de cette procédure. Sur l'année 2023, il y avait eu 3 refus et que le plus souvent, on assortit l'agrément d'une lettre de condition dans laquelle on demande à l'investisseur qui se positionne de bien vouloir se conformer à un certain nombre d'obligations de maintien sur le territoire de certaines capacités, de constitution de stock, etc. On peut passer. Et je vais finir là-dessus, donc vous dire un petit peu le rôle que l'État joue sur le soutien à la BITD. Donc nous, on intervient en tant que partenaire parce que on soutient les sociétés, en particulier dans leur phase de R&D. Donc ça, c'est l'AID qui fait aussi partie de la Direction générale de l'armement, qui est l'agence Innovation Défense, qui octroie des subventions pour les programmes de recherche et développement. On suit bien évidemment les filières et on encourage quand c'est opportun les mouvements de consolidation au sein des filières, parce qu'elles ont vocation à permettre de consolider et de rendre plus résilientes les entreprises. On soutient bien évidemment les acteurs français dans leur volonté d'exportation. Et on s'assure, et ça c'est l'objet de notre travail au sein de la DID, de limiter les situations d'entreprises fragilisées, et donc on n'a pas de défaillance d'entreprises critiques à notre
à notre bilan à date. On est un État aussi protecteur, donc je vous ai parlé du cadre réglementaire qui, de notre point de vue, est de nature à être une forme d'assurance contre des pratiques qui seraient proscrites ou illicites. On est un État investisseur, donc on a un certain nombre de dispositifs publics qui permettent de réaliser des investissements en fonds propres dans des sociétés que l'on juge soit critiques, soit importantes, soit avec un intérêt spécifique pour la défense. Donc ce sont des véhicules qui sont opérés par BPI France, mais qu'on pilote conjointement avec eux. Je parle de Definvest et du Fonds Innovation Défense en particulier. On a également une capacité d'apporter un peu de dette. Donc c'est un dispositif qui est aussi opéré par BPI France qui s'appelle le prêt défi. Mais l'idée de tous ces dispositifs, c'est d'être d'apposer la marque de l'État sur un certain nombre de sociétés pour faire effet de levier sur des capitaux privés. Donc c'est de dire voilà, l'État s'intéresse, l'État investit ou l'État contribue en dette. Et donc voilà, c'est un effet signal pour les acteurs privés. Et donc voilà, et on travaille à mettre en place le cadre le plus favorable possible, que ce soit au niveau réglementaire, au niveau des politiques internes des grandes institutions, type la Banque européenne d'investissement, type la Caisse des dépôts et consignations, et à résoudre une par une plutôt les difficultés qui se posent à cet écosystème. J'en ai terminé pour ma présentation. Il y a un peu de détails en annexe, mais je pourrais répondre aux questions qui seraient posées. On ne t'entend pas, Marc-Antoine, on ne t'entend pas. Ah, Marc-Antoine ? Je crois qu'il ne nous entend pas. Marco, on ne t'entend pas. Alors, on va lui mettre... Ah, vous m'entendez pas? Voilà, ça y est, c'est revenu. On t'entend maintenant. Pardon, excusez-moi. Je disais, Nathalie, j'étais en train de vous dire merci. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être là, de nous expliquer tout ça. C'est vraiment intéressant. On comprend vraiment le rôle de l'État et où vous voulez aller. Et nous, on va essayer aussi d'apporter notre pierre à l'édifice là-dedans. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser sur le chat. Et puis, je vais passer la parole à Pierre-Élie. Alors, Pierre-Élie, je vais te mettre ta présentation. Donc, bonjour à tous. Merci, effectivement, merci beaucoup à Nathalie. On sait que votre temps est très précieux, que vous êtes au cœur d'une mission absolument fondamentale au niveau de l'État, qui est de rapprocher les investisseurs privés du secteur de la défense. Donc, vous l'avez dit, c'est un secteur qui a été assez éloigné du financement du fait du temps de paix. Et donc, merci beaucoup pour cet éclairage, l'a déjà fait beaucoup. Et en parallèle de ça, de notre côté, on met à disposition, on a créé donc Souftech Invest. Merci aux entrepreneurs aussi de nous permettre de développer cet environnement dédié qui a vocation à donner aux particuliers, comme avait été rappelé le 20 mars, donner aux particuliers la possibilité d'investir directement dans le secteur de la défense, avec deux thématiques. La première, bénéficier quelque part, ce sont des produits financiers, donc bénéficier quelque part de la croissance du secteur, mais aussi quelque chose qui est très important pour nous, faire connaître le secteur de la défense qui, de la même manière, après 30 ans, est assez méconnu, véhicule encore quelques fantasmes sur deux objectifs, faire connaître pour rapprocher et pour investir, mais aussi au niveau, donc faire connaître pour attirer des talents dans le secteur. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est que vous présentez les produits financiers sur cette approche investissement qui vous intéresse, vous, en tant que gestionnaire de patrimoine, et quelles sont les opportunités, à notre sens, que vous pouvez proposer dès aujourd'hui à vos clients et sur lesquels on travaille. Et on serait donc très intéressé d'avoir aussi vos retours sur ces produits et d'avoir vos commentaires pour qu'on puisse aussi mieux répondre à vos attentes et à ceux de vos clients. Donc là, on va passer très rapidement. Nathalie Grimbert a dit ça et connaît ça beaucoup mieux que nous. Donc la BITD,
qui finalement représente, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est à peu près la même surface économique que le secteur de l'automobile aujourd'hui, donc mais avec la particularité qu'il est non délocalisable et c'est un secteur qui est en croissance au regard des enjeux d'investissement et de la position de la France dans un contexte en tension au niveau international. Un secteur très compétitif à l'export. Alors l'augmentation massive des budgets qu'on voit aujourd'hui à l'export, en fait, il existe depuis environ 2012-2015, et donc on a pu suivre les succès du Rafale à l'exportation, les succès des campagnes de bateaux, de sous-marins. Donc ce positionnement français au niveau de l'export, il existe, et ces gains à l'export, il existe depuis plus d'une dizaine d'années, et c'est un pilier fort de l'industrie de défense. Et enfin, le budget du ministère des Armées, qui coïncide aujourd'hui avec une augmentation aussi très forte au niveau de l'Union européenne, avec une problématique d'investissement, bien sûr, très importante. Alors, je vais passer rapidement, Marco, si tu peux, donc sur les chiffres. Alors là, juste, j'en profitais parce que les chiffres de 2024 ont été publiés hier par le CIPRI, qui est l'organe qui fait les statistiques, et c'est repris aujourd'hui dans la presse. Et donc, on a le chiffre 2024. Donc, 2024, c'est la plus forte hausse des budgets au niveau mondial depuis la guerre froide. Donc, on parle de plus 9,4% cette année. Donc, la tendance se confirme, notamment en Europe, avec plus 17% sur les budgets de défense. Tu peux passer. Donc, le budget français, alors, je suis pas un spécialiste de finances publiques. Effectivement, Mme Grimbert a rappelé les crédits de paiement qui augmentent, mais il y a un chiffre qui est assez impressionnant dans le budget de la défense, notamment donc sur ce qu'on appelle le programme 146, qui est celui d'équipement des forces, donc principalement les commandes de la DGA vers les industriels, avec une augmentation constante, un doublement d'ici à 2030, mais aussi dans les chiffres 2025 sur les autorisations d'engagement, un effet extrêmement important et donc qui montre aussi une réelle volonté de massivement passer des commandes, un besoin massif de passer des commandes vis-à-vis de l'industrie de défense. Donc une tendance mondiale qui se reflète en France, bien sûr. Et enfin, Marco, si tu peux passer. Et enfin, l'impact au niveau financier sur le cours. Donc ça, c'est les choses qui sont les valorisations qui sont publiques, donc les sociétés qui sont cotées. J'ai pris 3 sociétés que vous connaissez bien, très exposées au secteur de la défense. Et donc ça, c'est l'évolution du cours boursier sur un an. Et on voit bien très clairement l'impact des prises de position américaines de fin février, début mars, sur l'éventualité ou la possibilité d'un retrait, en tout cas la volonté d'une certaine autonomie au niveau européen, des forces européennes, vis-à-vis de la protection de l'OTAN. Et donc, ça a déclenché un courant d'investissement sur les sociétés de défense qui est assez impressionnant et que vous connaissez bien. Donc très clairement, un intérêt renforcé pour investir dans le secteur de la défense. Alors aujourd'hui, nous, on propose 2 types de produits, du private equity, donc qui permet d'accéder directement à l'investissement dans des startups et dans des PME. Pourquoi on pense que c'est intéressant? La première chose, c'est que aujourd'hui, la croissance, elle existe au niveau de l'innovation. L'innovation qui est portée en particulier par des startups et qui développent des technologies dont on voit qu'elles révolutionnent le champ de bataille. Donc le conflit ukrainien, pour ça, a été assez révélateur de nouvelles façons de faire la guerre, et on voit vraiment l'utilisation massive, par exemple, de la robotique, donc des drones, mais aussi de l'intelligence artificielle ou encore du combat dans le domaine cyber. Donc tout ça, ce sont des enjeux qui sont pris par toute la BITD, mais en particulier qui révèlent des potentiels importants au niveau de startups qui vont innover dans ce secteur-là. L'autre aspect, c'est la consolidation du secteur. Donc effectivement, la BITD est faite d'une multitude, donc 4000 entreprises plutôt petites et avec des dirigeants plutôt âgés. Et donc l'arrivée massive des flux financiers qui est en cours, qui ont été annoncés le 20 mars avec un fort intérêt de fonds généralistes pour le secteur, on pense va attirer une phase de consolidation qui pourrait donner lieu à un intérêt d'investir aujourd'hui dans ces sociétés petites en visant cette consolidation par des acteurs plus gros d'ici à quelques années.
Et enfin, on pense que l'environnement est propice à l'investissement. Le premier, c'est le consensus politique au niveau français. Donc, on a bien vu que dans les discussions au niveau politique, le budget du Minarm a été préservé malgré les fortes tensions sur sur le budget public. Donc, on verra comment les 40 milliards, la baisse de 40 milliards va impacter le budget de la défense. Mais en tout cas, sur la loi de programmation militaire qui donnait lieu à une augmentation importante, celle-ci a été conservée intégralement dans la loi de finances 2025, grâce à un consensus politique sur le fait de se rééquiper, l'importance de se rééquiper, et un consensus qui existe aussi aujourd'hui de plus en plus au niveau européen. Donc ça a été long à obtenir. Les Français ont été vraiment, ça fait longtemps qu'ils portent ce discours d'autonomie stratégique, et aujourd'hui sont rejoints par tous les acteurs européens dans, on l'espère, des engagements. Donc vous connaissez par exemple le plan Réarme Europe qui annonce 800 milliards donc de plusieurs instruments de financement. Et donc ce consensus politique, on pense aujourd'hui, dans un moment où il y a énormément de débats budgétaires, va permettre de conserver une visibilité forte, et les ministres l'ont rappelé lors du 20 mars, sur l'importance et l'augmentation de la commande publique malgré les contraintes budgétaires fortes. Et enfin, la présentation de Mme Grimberg l'a montré de manière très importante, le secteur défense est un secteur stratégique, et donc il bénéficie d'un soutien très fort des pouvoirs publics au niveau, donc, pour la résilience, d'une attention particulière, et donc on pense que c'est aussi de nature à renforcer le secteur et renforcer l'intérêt du secteur. Donc, je vais vous présenter maintenant quelques exemples de projets. Donc, je tiens à préciser tout de suite que la DGA, Mme Grimberg, nous a fait l'honneur de présenter les perspectives du gouvernement. Ces projets ne sont et tout ce qui est présenté sur SoufTech est choisi de manière totalement indépendante par une équipe que je vous présenterai plus tard. Les projets, bien sûr, la Direction générale de l'armement et en particulier la Direction de l'industrie de défense se préoccupent de ces sujets, mais en aucun cas ils ne donnent une garantie sur ces projets. Donc c'est vraiment, on a une démarche indépendante. Et donc les types de projets aujourd'hui, donc sur lesquels vous pouvez investir, ou vos clients peuvent investir. Donc le premier, c'est une société qui s'appelle Novadditiv, qui est en cours de collecte. Donc c'est une société qui participe, une société industrielle française qui participe à la fabrication de pièces, en particulier pour le domaine du New Space, donc un domaine qui est en forte augmentation, par la fabrication de pièces en céramique, donc des pièces qui tiennent des contraintes extrêmement fortes en impression 3D. Donc là, on cumule vraiment les deux avantages de l'impression 3D, qui est une révolution dans le domaine de la fabrication des pièces, avec les propriétés hyper techniques de la céramique, pour faire en fait un acteur unique en France qui participe à différents programmes, donc aujourd'hui de recherche et très vite de production en série d'équipements qui vont équiper les nouveaux programmes de défense des industriels du secteur. Donc c'est un investissement qui est éligible à des dispositifs fiscaux que j'ai rappelé, donc le dispositif Matelin IRPME, le accessible à investissement à travers le PEA-PME, et enfin disponible aussi pour les mécaniques d'apport-cession. Donc aujourd'hui, les rendements, donc c'est du private equity sur des sociétés innovantes, les rendements sont importants, à peu près 45% de TRI par an, avec un objectif de sortie à 5 ans et des pactes d'actionnaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, de fournir des pactes d'actionnaires protecteurs pour les investisseurs qui permettent des sorties à 5 ans. Donc le sujet aujourd'hui étant disponible en collecte sur la plateforme, et on recherche encore 240 000 € en equity. Et donc, si c'est des sujets, vous trouverez toute la documentation sur la plateforme, l'analyse financière qui a été faite de la société pour pouvoir vous positionner et positionner vos clients. Quelques exemples de projets qui sont en cours d'instruction et qui vont pouvoir être sur la plateforme rapidement. Donc, je vous ai parlé de la robotique, donc un projet de drone naval, la révolution de l'imprimante 3D, donc les constructeurs d'imprimantes qui fournit aussi les forces pour aller construire des pièces directement sur le front. Et enfin, la possibilité de participer à une société qui est pour le coup, très deep tech pour la fabrication d'ordinateurs quantiques. Donc, l'autre thématique, c'est le financement en dette.
Donc, quelques exemples de projets qui vont être disponibles sur la plateforme donc dans les semaines à venir. La première, donc le financement d'actifs, qui est une thématique qui nous intéresse beaucoup. Donc, il y a une problématique de financer des équipements qui vont être utilisés au bénéfice des forces françaises. Donc, ici, financer un dépôt de garantie, un acompte quelque part à un constructeur d'avions pour des avions qui seront au bénéfice de la marine. Des opérations foncières liées au secteur de la défense et de la sécurité. Donc, une opération foncière dont le but est de financer le foncier, mais d'une société d'exploitation qui exploite un centre d'essai de drones. Et on sait à quel point l'optimisation et les essais de drones aujourd'hui sont importants pour la conception de ces systèmes. Et enfin, un besoin avec lequel on travaille avec les syndicats représentatifs de la filière qui fédèrent les entreprises, qui est le financement du BFR des entreprises, qui est une thématique très importante pour les entreprises parce qu'elles voient le nombre de commandes augmenter, leurs montants augmenter et les délais de production s'allonger. Donc, les sociétés vont avoir ou ont déjà besoin de financer du BFR et on pense donc que l'investissement participatif en dette pourrait participer au financement de ces entreprises. Thierry, est-ce que tu peux indiquer CGP, s'il te plaît, quelles vont être les garanties, les types d'exemples de garanties sur ces dossiers et les rendements, l'amortissable, in fine, ce genre de choses en termes de structuration? Oui, donc sur le financement foncier le plus simple, ce sont donc des sûretés type hypothécaire sur le bien financé. Donc, si on prend l'exemple plus particulier du financement d'avion, ce qui est intéressant, c'est qu'on va financer donc un avion, donc un acompte qui va être payé à un fournisseur, un constructeur, qui est donc Cessna dans ce cas-là, et qui va fournir une garantie de restitution d'acompte. Donc, un engagement d'un acteur financier à rembourser l'acompte qui aura été financé en cas de défaillance sur l'opération. Et de l'autre côté, le remboursement est exécuté par un partenaire bancaire qui s'est déjà engagé à financer la totalité des avions et qui pourra décaisser le financement au moment de l'acceptation des avions par la Marine nationale. Donc en fait, l'idée, c'est de venir combler un trou de financement qui correspond à la période de fabrication en étant garanti d'un côté par une garantie bancaire liée à l'acompte et de l'autre côté par le remboursement d'un partenaire bancaire, une banque commerciale. Alors, en termes de rendement, on est dans les rendements que vous connaissez sur le financement participatif des projets. Donc, c'est des durées de prêt de 12 à 15 mois avec des rendements qui seront autour de 10%. On t'entend pas, Marco? Le mot. Ça y est? C'est bon. Alors, ce qui est important, ça me tenait à cœur de vous présenter l'équipe. Donc, l'équipe, c'est donc l'équipe qui va faire la sélection, mais aussi l'accompagnement des projets. Donc, l'idée, c'est de pouvoir donc choisir ceux qui sont pertinents à l'investissement, mais aussi suivre, comme le disait aussi, préparer la sortie avec une période de 5 ans. Et donc, une équipe qui regroupe l'expertise financière, sectorielle, juridique et technologique. Donc, je présente tu peux passer là-dessus. Et donc, à travers la plateforme Les Entreprêteurs, les investissements, donc aussi bien en equity qu'en dette, à partir de tickets faibles. Donc, c'est vraiment l'objectif de démocratiser l'investissement. Pour l'equity, l'accès à des dispositifs fiscaux intéressants pour vos clients, notamment ceux qui cherchent donc l'apport cession, le 150 0BTR, ou alors les dispositifs défiscalisants sur l'IR. Et sur la dette, pouvoir fournir des produits qui ont des maturités très différentes avec des rendements attractifs et dont l'objet, un des modèles, c'est de vraiment sécuriser cette dette, donc un modèle de sécurisation de dette. Ok. Donc, vas-y, Marco. Non, c'est bon. Permettre à vos clients, effectivement, de pouvoir bénéficier de cette croissance et de devenir des acteurs de ce financement. Voilà, juste petite précision, je disais tout à l'heure pour les avions, un avion ça coûte 15 millions d'euros. Donc nous, on vient financer 10% au départ, donc c'est des tickets à 1,5 million par avion, et donc il y aura 3 projets, 3 avions. Hein, j'ai pas dit de bêtises, Pierre-Élie, on est bon? Non, c'est bon. Et donc ce projet est soumis au gain de l'appel d'offres qui va se décider dans les semaines qui viennent.
Voilà. Donc, on l'étudie et donc quand le principe prestataire est choisi par le MINARM, alors on pourra vous faire embarquer sur ce projet-là. Alors, petite question, Nathalie, pour vous, petite question d'actualité, parce qu'on la pose dans le chat, donc on va vous la donner. On nous demande si vous êtes intervenu dans la reprise de la fonderie bretonne à Lorient par Europlasma, et si oui, de quelle manière? Oui, alors c'est un dossier qu'on suit de près. En revanche, je ne vais pas pouvoir commenter parce que c'est un dossier qui est en cours d'instruction, notamment dans le cadre de la procédure d'agrément au titre des IEF. Donc voilà, c'est évidemment un dossier qui est suivi de près par nos services. Voilà, Gilles, tu auras une moitié de réponse. Merci bien, Nathalie. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, souftech-invest.com, on vous fournira bien évidemment le replay de ce webinaire. Les présentations, en tout cas pour celle de Souftech et de Pierre-Élie sur les dossiers. Vous pouvez vous inscrire directement en tant que CGP sur Souftech Invest. On est plugué à l'ORIAS, donc pour tous les CIF, IOBSP, etc. Il y a un onboarding qui est fait. Et voilà, hein, donc on vous fournira, si vous êtes intéressé au fur et à mesure, toutes les documentations sur les dossiers. Pour ceux qui travaillent avec nous, déjà, vous connaissez bien le sujet, on vous enverra des présentations au fur et à mesure. Et allez voir dans les projets à financer, le projet qui est déjà en cours, Nova Additive, qui est un super projet. Et voilà.